Ce soir, je vais vous parler donc du Secret du roi, hein, sous Louis XV. Mais je me suis dit au dernier moment que j'allais vous faire un petit préambule, sous Louis XIV. Voilà, parce que j'ai trouvé un article intéressant. Hem, Déjà, il s'agit de faire la distinction, heu, entre, on va dire le renseignement à des fins diplomatiques et le renseignement à des fins militaires. Ce qu'on appelle, l'éclairage, donc le fait d'utiliser des éclaireurs. En termes clairs, si vous êtes un général en campagne, heu, vous allez avoir, un théâtre d'opération que vous, en principe, si vous envahissez par exemple, que vous ne connaissez pas et vous avez besoin de troupes d'éclairage. Ces troupes d'éclairage, sous Louis XV, il y avait donc ce qu'on appelait, sur une armée constituée, on avait ce qu'on appelait le capitaine des guides. Tout cela a été rassemblé, sous ce qu'on appelait la petite guerre, hein. La petite guerre, c'est ce que nous, plus tard, modernes, appellerons la guérilla. Il y avait des troupes spécialisées dans la petite guerre. Donc on a besoin d'éclaireurs et heu, le renseignement militaire a toujours plus ou moins existé. Heu, pour, heu, pour illustrer mon propos, voilà, j'ai une citation là qui dit, je cite: «Dans la guerre, le nombre seul ne procure aucun avantage. N'avancez pas en vous reposant exclusivement sur la puissance militaire». Alors je doute que cette citation fût connue sous Louis XIV. C'est une citation de Sun Tzu, hein, dans L'Art de la guerre. Pour ce qui est du renseignement militaire, heu, on a à l'époque de Louis XIV des avancées assez conséquentes, étant donné que l'administration royale, prend énormément d'ampleur. Et en plus de ça, cela tient aussi du fait que Louis XIV a le goût du secret, hein. Et comme il a eu de nombreuses entreprises militaires, il en avait besoin. Donc là, on est vraiment sur l'aspect du renseignement à des fins militaires, hein, puisque la la modernisation de la guerre fait que l'on va, se retrouver à faire des campagnes assez loin de nos bases et donc on a besoin de renseignements, d'études de terrain et cetera. Heu, on va donc avoir, heu, on va avoir plusieurs types de renseignements à plusieurs échelons. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir, du renseignement à l'échelon du corps d'armée, on peut avoir du renseignement même, juste au niveau d'une simple bataille, où on va aller récupérer de l'information et ces informations sont de plusieurs natures. On va peut-être vouloir savoir, quel est le général que l'on a en face. Si on part du principe, d'une collecte de renseignements à un échelon, du corps d'armée ou d'une campagne. Parce que c'est important de connaître, la personne que l'on affronte, puisqu'on est, si on a bien fait son travail de renseignement, on connaît les habitudes que peut avoir cette personne et du coup, on va pouvoir lire dans ses déplacements, heu et peut-être anticiper des situations. Donc ça c'est un exemple de prise de renseignement et d'utilisation de ce renseignement. On peut également, avoir du renseignement sur, tout simplement sur tout ce qui est ouvrage d'art, les ponts, les traversées des rivières. Est-ce que les routes sont praticables? Par combien d'hommes? Tout ça, ça rentre dans le renseignement et il y a, également une collecte du renseignement qui peut être faite à des échelons plus élevés, en fait et qui sont, là, quasiment de la teneur de la diplomatie. On verra ça en deuxième partie avec, Le secret du roi sous Louis XV. Pour continuer sous, sous Louis XIV, je vais vous lire un court extrait, d'un article. Donc on parle donc de la guerre contre la Hollande, hein, et qui fait, l'objet de préparatifs très détaillés, hein. Aux alentours de 1671, la stratégie se met peu à peu en place. Condé, en fait, le grand Condé,
prépare en détail la campagne et donc envoie le comte de Chamilly se renseigner sur le passage des rivières, comme je le disais plus tôt, sur les routes, sur les circonvallations. Les circonvallations, ce sont les ouvrages de protection autour des villes, sur les meilleures places pour attaquer les Hollandais depuis l'évêché de Münster. Se rend à Rochefort, dont l'arsenal est dirigé par son cousin Duterron. Le roi entreprend lui-même une simulation de campagne. Il visite Dunkerque en mai, puis il gagne Lille, Tournai, Ath, où l'armée doit aplanir le mont Ferron qui menace la ville. Ces grands préparatifs ne peuvent échapper aux observateurs des pays voisins, mais le détail des campagnes futures leur reste bien caché. Là se trouve le paradoxe de la monarchie française, c'est pas mes propos, qui affiche sa puissance et entretient la tension en Europe. En même temps, le système politique place la décision dans la seule main du roi qui sait la dissimuler en ne la confiant qu'à son conseil étroit. L'importance du secret apparaît bien à la fin de cette même guerre. En 1678, les négociations ont commencé. Louis XIV décide de frapper un grand coup pour marquer sa force. Le roi entreprend une marche complexe dont les ennemis ne parviennent pas à comprendre le but. La surprise semble totale lorsque les armées françaises convergent vers Gand. La ville se rend le 9 mars, la citadelle le 12, et ensuite c'est le tour de Ypres. Alors comme le met en avant euh, l'auteur là, euh, on y voit bien un intérêt, alors peut-être que nos détracteurs diraient autrement, mais on y voit bien un intérêt à avoir le roi comme chef de la stratégie et son conseil étroit, ce qui permet effectivement de limiter le, le nombre de fuites, puisque dites-vous bien qu'en face, on a aussi des espions. Et il y a un autre échelon sur lequel on peut également collecter de l'information. C'est ce que l'auteur, par exemple, appelle ça l'échelle du monde. Il suffit de songer à l'expédition de Duguay-Trouin, hein, celui qu'il va mener contre Rio de Janeiro en 1711. Le bouclier maritime anglais n'a pas suffi pour arrêter les vaisseaux français. En revanche, dans la relation qu'il écrit de la prise de Rio, une relation, c'est le fait qu'il écrive l'histoire par écrit. En revanche, dans la relation qu'il écrit de la prise de Rio, Duguay-Trouin mentionne le fait que le gouvernement anglais a été prévenu de la destination finale de l'escadre française et que des préparatifs ont donc été faits pour protéger la ville. Ce dont il ne peut que s'étonner lorsqu'il débarque lui-même ses troupes, le secret a transpiré. Alors, quant à la collecte de l'information, on a tous bien en tête le rôle des espions. À cette époque, des espions eût existé, ça paraît évident. Euh, il faut distinguer également les axes selon lesquels en fait on va récolter de l'information. Par exemple, les secrétaires d'État rassemblaient des informations, chacun dans leur domaine d'intervention. Par exemple, Colbert construit son réseau d'informateurs sur lequel il appuie son action politique et administrative. Euh, et en fait, la somme de tous ces circuits de récupération d'informations constitue, constitue en fait la totalité de, de ce que l'État peut collecter, si vous voulez. Alors, on n'est pas encore sur une centralisation du renseignement, ce sont des concepts qui apparaîtront bien plus tard. Il y a d'ailleurs dans ces époques-là des tensions qui apparaissent entre les ministres. C'est un petit peu la course à celui qui va réussir à avoir les meilleures informations, etc. Par exemple, le duc de Saint-Simon, dans ses mémoires, explique une déconvenue qui est arrivée à Villars, hein, qui était un autre ministre. Villars qui tirait gros de partout où il pouvait, mais qui mal et peu les espions, fut
tard averti d'une affaire, en fait, qui était importante et heu et il se trouva un petit peu, il se fit, doubler au poteau, comme on dit. Donc ça dépendait de tout un tas de paramètres, tout cela. C'était un peu de l'espionnage artisanal presque, hein. Hem, pour ce qui est du renseignement à grande échelle, heu, le roi de France, donc Louis XIV, avait besoin de mener des stratégies globales et ainsi il était important pour lui d'approcher, le cœur du pouvoir et des institutions, des gens qu'il cherchait à espionner. Alors, il y a plusieurs endroits, en fait, qui sont intéressants pour le roi. Hem, donc par exemple, il y avait des questionnaires qui étaient passés, en fait, pour pouvoir espionner, tout le monde militaire. Donc les fortifications sur le Rhin, par exemple. Pour récupérer des informations sur les fortifications sur le Rhin, on s'adressait à des ingénieurs, à des entrepreneurs, on discutait avec eux, on récupérait des informations. Et puis, il faut connaître aussi les régiments, les bataillons, les escadrons, comme je le disais précédemment, le nom des commandants, qui va commander l'armée, heu, enquêter sur les généraux, enquêter sur leurs subalternes pour pouvoir connaître les savoir-faire particuliers, et cetera. Il y a également, la surveillance des magasins, les magasins de munitions notamment, ou de provisions. C'est un peu ce qui se fait, ça se fait toujours, je veux dire. C'est très bien que quand un pays commence à accumuler, des, des denrées de guerre, c'est que soit en fait, ce sont des accumulateurs fous, soit ils ont besoin de s'en servir à un moment donné. Mmh, donc toutes ces choses, je vous ai fait vraiment un balayage assez bref, et toutes ces choses sont du domaine du renseignement militaire. Et je trouvais que c'était un bon exemple de regarder sous Louis XIV, heu, ce qui pouvait en être. Heu, il y a un aspect également que j'ai oublié de vous préciser, c'est aussi le renseignement sert également à la sécurité des places fortes, puisque ce sont des choses on peut très bien être amené à balancer de mauvaises informations pour pouvoir tromper l'ennemi, faire de faux ouvrages d'art, et cetera. Il y a tout un tas d'artifices qui pouvaient être, mis en place. Hem, mmh, il y a assez peu d'auteurs en fait qui ont abordé, le renseignement du point de vue militaire. La raison en est la suivante, c'est que l'art militaire à cette époque, répugne à évoquer des réalités qui paraissent contraires aux règles de la guerre, à la droiture et au courage. Mais, alors je vais vous donner un exemple. Antoine de Feuquières, 1648-1711, qui est le lieutenant général, donc à l'époque de Louis XIV. Il a laissé des mémoires qui ont été publiées après sa mort. Il évoque par exemple les fonctions du capitaine des guides, comme je vous en parlais plus tôt. Le capitaine des guides doit demeurer toujours auprès du général. Il se pourvoit de guides qui connaissent le pays et il en fournit à tous les officiers généraux qui lui en demandent. Feuquière insiste sur, je cite, les conversations fréquentes et particulières, fin de citation, que le capitaine doit avoir avec eux, car il peut ainsi acquérir, je cite, la connaissance exacte des pays par lesquels ils doivent passer. Et quand il est homme d'esprit, il s'applique à gagner dans le nombre de ses guides des gens assurés pour servir d'espions, ce qu'il doit faire avec beaucoup de dextérité et d'adresse, et ne conversant jamais avec les guides que séparément, afin que ceux qui sont propres à ce périlleux métier d'espion ne soient point décelés dans les suites par les autres guides, lorsqu'en changeant de camp, on envoie ceux qui sont devenus inutiles pour en prendre d'autres, voisins des lieux où l'on est, puisque l'armée avance, on est en campagne, on n'a pas tout le temps les mêmes guides. C'est très intéressant de voir qu'on est toujours en ces époques sur des services d'espionnage très, très artisanaux.
L'auteur ajoute, heu, que la personne qui le capitaine en fait des guides doit être doux et insinuant avec les gens du pays qu'il est obligé de pratiquer afin de se rendre utile au général. Donc là aussi, on essaie de ne pas faire preuve de trop de coercition. Ce qui est une pratique qui a bien disparu, et je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire du renseignement militaire, à l'époque de Louis XIV. Maintenant, je vais vous évoquer le secret du roi, pardon, le sujet du secret du roi. Hem, donc ce que l'on appelle le secret du roi est une chose très précise, c'est un appareillage d'espionnage diplomatique, c'est la diplomatie secrète développée par Louis XV, exclusivement par Louis XV et avec quelques acteurs triés sur le volet. C'est ce qu'on va appeler donc le secret du roi et les bons amis du roi. Donc le secret du roi fonctionnait avec un système de courrier particulier, hein, qu'on appelait les bons amis du roi, qui sont, c'est pour ça que je vous parlais également de Louis XIV, les successeurs des chevaucheurs du roi, courant à cheval ou en voiture à travers le continent, porteurs des dépêches royales. Dans un certain sens, les fonctions de ces hommes de l'ombre n'étaient pas fondamentalement différentes de celles des courriers de cabinet qui convoyaient régulièrement les dépêches entre les ambassadeurs et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères à Versailles. C'était en quelque sorte des courriers de cabinets spéciaux, au service exclusif du roi et de sa diplomatie personnelle. Néanmoins, leur fonction pouvait ne pas se limiter à un simple convoyage de dépêches écrites ou, et surtout, orales, ce qui évitait le risque d'interception. Donc ça, le courrier apprenait par cœur un message et donnait son message. Petit aparté, cette manière de convoyer les informations est encore aujourd'hui la plus sûre. Faites apprendre un texte par cœur à quelqu'un, même un texte en code, vous envoyez cette personne au destinataire, il restitue le texte, il n'y a aucune trace écrite et aucune trace qui pourrait traîner ni sur les réseaux informatiques ni sur les ondes. Euh, il y avait également parfois des fonctions de représentation du roi dont il apparaissait alors comme des agents diplomatiques. Bon, ces agents diplomatiques étaient en fait des membres du secret du roi. En fait, le roi ne se méfiait pas tant de ses ambassadeurs ou des envoyés résidents que sa cour, de sa cour pardon, et de ses ministres, mais il se méfiait aussi des espions qui pouvaient évoluer au sein de sa cour même. Et donc pour pouvoir travailler avec sérénité et discrétion aux affaires extérieures du royaume et imposer sa marque en toute quiétude à certaines affaires délicates, Louis XV avait fait aménager au château de Versailles en 1736, donc le roi a 26 ans, à proximité de ses appartements privés, les petits cabinets du roi. Une pièce secrète que l'on appela le cabinet des dépêches ou encore l'arrière-cabinet du roi. Cette pièce, dotée, alors la description est la suivante, hein, donc c'est une pièce dotée d'une seule fenêtre donnant sur une petite cour intérieure à laquelle on accédait par un corridor secret à laquelle aucun ministre, ni la reine, ni les favorites du roi ne pouvaient avoir accès. Ce fut le siège du secret du roi. De là, le roi dirigeait sa diplomatie secrète à l'insu de tous, spécialement de son secrétaire d'État aux Affaires étrangères et de Madame de Pompadour. Le premier personnage responsable du secret du roi fut un certain Jean-Pierre Tercier, 1704-1767. C'était un diplomate de carrière, ancien secrétaire de l'ambassadeur de France en Pologne. Il a joué un rôle dans le rétablissement de Stanislas Ier Leczinski, hein, le beau-père de Louis XV, sur le trône de Pologne. Puis, il a joué un rôle également dans l'évasion de ce dernier à l'arrivée des troupes russes. Il va diriger le secret du roi de 1738 à 1747. Ses successeurs furent de hauts dignitaires du royaume, hein. On a donc Louis-François de Bourbon, le prince de Conti, hein,
cousin de Louis XV, 1717-1776, et qui va exercer ses fonctions de 1747 à 1757. L'année où survint sa brouille avec le roi, donc 1757, qui est, sa brouille avec le roi pour avoir été un peu trop favorable aux parlementaires. Charles-François de Broglie, 1719-1781, ancien ambassadeur du roi en Pologne, va lui succéder de 1757 à 1773. Les bons amis du roi étaient recrutés par le secrétaire du roi en considération de leur loyalisme, de leur fidélité et de leur discrétion. François-Michel Durand, Lebel, Guimard, Janel en furent des exemples. Ces hommes appartenaient même parfois à la carrière diplomatique. Alors, on va faire un petit focus sur le chevalier Déon. Hein, célèbre chevalier Déon. Euh, il est demeuré au travers des siècles comme une des grandes figures énigmatiques de notre histoire de France. Son nom exact était Charles de Beaumont, chevalier Déon, donc 1728-1810. Il est entré au secret du roi en 1755 et il est envoyé cette même année en mission auprès de l'impératrice Élisabeth, porteur d'une missive personnelle de Louis XV à la tsarine. Il s'agissait en fait, alors qu'éclatait la guerre de 7 ans, de la convaincre de demeurer l'allié de la France, hein, sans exiger de modification de l'alliance séculaire qui existait déjà entre la France et l'Empire ottoman, ce qu'elle aurait souhaité. La mission fut une réussite et l'impératrice ratifia l'année suivante le traité. Le chevalier Déon étant revenu auprès d'elle, le premier traité de Versailles, donc en 1756, qui va sceller l'alliance franco-russe. Le chevalier Déon va jouer également un rôle majeur en qualité de ministre plénipotentiaire à Londres à partir de 1763, où il continuera d'entretenir pendant plus de 10 ans une correspondance secrète avec Louis XV. Alors, la tradition a retenu que le chevalier Déon n'hésitait pas à se déguiser en femme. Il le faisait, paraît-il, pour gagner les faveurs de certains personnages. En fait, il s'agissait surtout d'échapper plus aisément à la surveillance des polices et des agents secrets étrangers. N'oubliez pas qu'on ne se méfiait pas des dames. On est bien loin de Mata Hari. Le secret du roi a également œuvré dans des affaires devenues célèbres. Alors, je ne m'étendrai pas sur ces affaires-là, elles sont assez complexes. C'est donc l'affaire de Pologne et l'affaire de Russie. D'ailleurs, ça va créer tout un tas de dissensions, puisque d'un côté, en fait, le roi menait ses- ses intrigues diplomatiques, et la diplomatie française, elle, faisait autre chose. Hein, donc, ça pouvait être un petit peu compliqué. Pour ce qui est donc de l'affaire de Pologne, le parti pro-français de ce pays souhaitait offrir la couronne élective par tradition à un prince de France, en l'occurrence Louis-François de Bourbon, prince de Conti. Hein. Les patriotes polonais exigèrent que la préparation de cette accession soit menée dans le plus grand secret et qu'aucun ministre de Louis XV ni aucun membre de la cour n'en soit informé. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard que 2 des 3 chefs du secret du roi étaient particulièrement liés à la Pologne, hein, puisque en réalité, le secret du roi naît de cette affaire polonaise. Alors pour ce qui est d'aujourd'hui, j'ai trouvé cette petite information intéressante. En 98, il y a eu une lourde restauration faite du cabinet des dépêches et incidemment, cette cette restauration a été en partie, faite grâce au mécénat du groupe Chronopost. C'est tout de suite beaucoup moins romantique. Ils ont, alors le groupe Chronopost et la Société des Amis du Château de Versailles ont versé 1,3 million d'euros à l'époque pour que les appartements, enfin que le cabinet soit restauré et ouvert au public. Je pourrais peut-être, pour une prochaine présentation, m'étendre sur l'affaire polonaise. Je voulais juste faire une petite conclusion, quant au service de renseignement et à l'évolution. On voit beaucoup, sur ces périodes-là que le service de renseignement était,
Très diplomatique et très simple en réalité. Il s'agissait, d'aller récupérer des informations, de les ramener et c'est ce qui est le c'est la définition même d'un service de renseignement, d'accord? C'est d'aller récupérer des informations et de créer en fait, des fichiers et cetera. Heu, Aujourd'hui, le service de renseignement a d'autres missions. Le service de renseignement, bien sûr, collecte de l'information, mais également diffuse de l'information. C'est ce qu'on appelle faire de l'information, hein. Le terme désinformation est impropre. Il n'y a pas de désinformation, il n'y a que de l'information, heu, bonne ou mauvaise, mais ça s'appelle de l'information. Et à l'heure actuelle, le le mode opératoire de recrutement d'agents de renseignement n'est pas basé sur la loyauté, au roi, enfin, en l'occurrence, ni à l'État français, mais les méthodes de recrutement sont plutôt des méthodes coercitives dans lesquelles on va essayer de récupérer des gens qui n'ont même pas, souvent en fait, qui n'ont même pas la notion qu'ils font partie d'un service de renseignement. C'est là en fait, le j'ai presque envie la fin de la légende dorée de ce que peut être, un super espion et cetera. Le le James Bond, pétri de patriotisme et cetera, tout cela, de ce que j'ai pu lire ces derniers temps, n'a avec le climat actuel. On va également utiliser, tout un tas de procédés, plus ou moins néfastes comme, la reprogrammation, l'hypnose et cetera, MKUltra pour donner le mot. Et donc on est vraiment sur des notions de renseignement qui vont bien au-delà de la simple collecte d'informations comme ce put être le cas, sous la royauté dans le passé. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vous remercie de m'avoir écouté.